Não, tá. Isso. Ok. Tá ok aí? Tudo bem? Ok. Pronto? Vamos lá. Donc, Giovanka, merci d'être ici avec nous. Je vais commencer avec la première question, qui c'est la suite. Comment voyez-vous votre contribution à la sémiotique, surtout laquelle concernante à votre proposition du concept de musicalité? Je dirais d'abord que c'est une contribution très modeste, déjà parce qu'elle est fondée sur l'étude de systèmes esthétiques spécifiques, donc le système tonal pour la musique, le paradigme des couleurs complémentaires pour la peinture et le vers alexandrin pour la poésie. Mais je pense qu'il est possible de travailler à une généralisation des propositions que j'ai développées. Et dans ce cas, idéalement, il me semble que la proposition de la musicalité pourrait peut-être contribuer à l'étude d'un éventuel parcours génératif du plan de l'expression. Sachant qu'il y a d'autres propositions à cet égard, notamment celle de Jacques Fontany. Par rapport à la proposition de Jacques Fontany, disons que la mienne se situerait en amont, parce qu'elle se situe à un niveau d'immanence du texte, alors que la proposition de Jacques consiste à intégrer de manière croissante des niveaux de pertinence au-delà du texte énoncé, etc., pour aller jusqu'à la pratique et la forme de vie. Donc ma proposition dans ce cadre, elle pourrait contribuer à l'étude d'un parcours génératif du plan de l'expression en restant dans l'immanence du texte. L'autre proposition qui a été développée à propos de la générativité du plan de l'expression est celle de Jean-François Bourdon. Je pense que la proposition de la musicalité, si elle s'avérait généralisable aux autres codifications que celles que j'ai étudiées, si elle était généralisable à d'autres domaines, je pense qu'elle pourrait être complémentaire avec le parcours proposé par Jean-François Bourdon à propos de la genèse du sens dans la perception. Donc il me semble que ce que j'identifie comme les catégories de base de structuration du plan de l'expression, c'est-à-dire des saillances signifiantes qui, dans des stades postérieurs d'investissement, acquièrent des fonctions aspectuelles. Je pense que ces oppositions de base, ou ce niveau de base, peut-être même jusqu'au parcours aspectuel, pourrait être associé à la notion d'indice de Jean-François Bourdon. Et donc, dans ce cas-là, le parcours génératif du plan de l'expression serait corrélatif à un parcours génératif de la perception. C'est la proposition de Jean-François. Donc, c'est à ce niveau-là que je situerais idéalement ma contribution à la sémiotique, sachant que pour l'instant et à la base, elle est fondée sur une épistémée, des épistémées spécifiques, l'épistémée romantique et l'épistémée du symbolisme français. Mais au-delà de ça, mes derniers travaux sur l'aptique et sur l'esthésie et négativité, etc., tendent vers la généralisation de la musicalité, vers le fonctionnement du plan de l'expression dans les œuvres d'art. Et la grande question est si on peut généraliser cette observation au-delà des œuvres d'art. Ce qui me fait penser qu'une telle généralisation est envisageable, c'est par exemple des démarches comme celle de Merleau-Ponty qui se concentre sur l'étude de la perception par rapport aux œuvres d'art, notamment la perception visuelle, pour ensuite la généraliser à la perception visuelle tout court, au-delà des œuvres d'art. Donc je pense qu'une démarche semblable serait peut-être envisageable. En tant que jeune sémioticienne, comment voyez-vous de perspectives et difficultés de la sémiotique riemannienne aujourd'hui dans le contexte francophone et latino-américain et peut-être dans un horizon plus large si vous trouvez pertinent d'y penser? Je pense que d'une manière générale, l'un des problèmes auxquels la sémiotique fait face actuellement et doit faire face dans les années à venir,
c'est son étanchéité à plusieurs niveaux. Il me semble qu'il y a déjà une étanchéité à l'intérieur de la sémiotique elle-même, c'est-à-dire que les différentes théories qui ont été développées en son sein communiquent peu entre elles, surtout pendant ces dernières années. On a du mal, en tant que jeune sémioticien ou quand on est initié à la sémiotique, on a du mal à retrouver le fondement commun de toutes ces théories. Donc je crois que c'est cette étanchéité entre les différentes théories, entre les différents courants de la sémiotique actuelle, qui peut poser problème pour l'enseignement de la sémiotique, ensuite pour sa transmission et aussi pour sa pratique par les nouvelles générations. Je crois aussi qu'il y a une étanchéité par rapport aux autres disciplines. Il me semble très important de nourrir le dialogue avec les autres disciplines comme une condition de survie de la sémiotique. La manière dont j'ai appris la sémiotique, c'est en me disant qu'il fallait avoir deux spécialités lorsqu'on décide de devenir sémioticien. Une spécialité sémiotique, être très fort en plus en théorie sémiotique et pouvoir dialoguer en face à face avec les sémioticiens, mais avoir une spécialité en ce qui concerne l'objet d'étude qu'on se donne. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux cette contrainte pour pouvoir dialoguer avec les littéraires lorsqu'on travaille sur des objets d'étude de littérature, ou avec les théoriciens de l'art, les gens qui travaillent en esthétique, si on travaille sur des objets esthétiques, ou si on travaille en sociosémiotique, pouvoir vraiment apporter ou montrer aux sociologues ou aux personnes des autres disciplines ce que la sémiotique peut apporter en tant que discipline qui se veut globale ou globalisante. Donc je crois qu'il est très important de maintenir le dialogue avec les autres disciplines, peut-être en développant un métalangage qui soit plus accessible pour les autres, ou en essayant de faire une sorte de, un échange, une divulgation de la sémiotique pour les autres, mais tout en gardant, en respectant les principes fondamentaux de notre discipline. Il ne s'agit pas, je crois, d'aller vers l'éclectisme, mais simplement d'avoir une sorte de respect pour les objets et pour ce que les autres disciplines peuvent aussi apporter à la sémiotique. Donc c'est cette double étanchéité qui me semble poser problème actuellement, et je pense qu'elle posera encore problème dans le futur. Et puis en ce qui concerne les spécificités de la sémiotique développée en France et en Amérique latine, je pense que les problèmes ne sont pas les mêmes. J'ai beaucoup d'espoir pour la sémiotique latino-américaine. J'ai beaucoup d'espoir aussi pour la sémiotique en France, mais je pense qu'il y a un travail plus fort qu'il faut accomplir là-bas, du fait que la sémiotique, pour l'instant, n'a pas été intégrée aux institutions de manière officielle. C'est-à-dire, il y a, sauf l'université de Limoges, un peu à Paris 8, mais il y a peu d'universités où le parcours sémiotique est reconnu comme un parcours au même niveau que d'autres disciplines, littérature française, etc. Donc, du fait de sa jeunesse, je pense que la sémiotique a du mal à être acceptée, surtout dans des pays où prime une tradition académique, et c'est le cas de la France. En Italie, c'est différent, par exemple, je pense qu'il y a une ouverture plus grande. Et en Amérique latine, au Mexique et surtout au Brésil, je crois que l'accueil a été extrêmement positif. Et je pense que même si les problèmes de base sont les mêmes, c'est l'étanchéité, je pense que des problèmes locaux se posent selon la situation géographique, et c'est à nous, sémioticiens des jeunes générations, d'y faire face en dialoguant entre nous, en essayant d'échanger je pense que c'est très important aussi de maintenir le dialogue entre l'Amérique latine, la France et le reste du monde. Et donc je crois que c'est à nous aussi d'établir des passerelles à travers la traduction, à travers la lecture des autres sémioticiens jeunes. Je crois que c'est ça qui est important. Donc voilà les défis que nous devons relever, je crois, dans les années à venir, ici et là.